Salutations, salam à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi, ça va, alhamdoulilah. Comme d'habitude, les amis, ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit retard. On a dû configurer avec Monsieur Pocardassac pour qu'il puisse accéder à l'émission. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ce soir, les amis, la pire génération, 42e émission. Et comme d'habitude, j'ai avec moi mes chroniqueurs de l'espace, mes chroniqueurs interstellaires, ceux qui ont une réponse à tout, ce qui est assez bizarre, mais bon, on essaiera d'étudier les cas un petit peu plus tard. Abou Ahmed Mustafa, comment est-ce que tu vas, mon frère? Salam alaikum, bonsoir à tous. Alhamdulillah, moi ça va. Ce soir, je pense qu'on va s'amuser parce que on va être en mode révélation comme Vegapunk pour les gens qui ont la C'est vrai. référence. Là, on va chercher ça. Là, on va faire péter deux, trois câbles, je pense. On va Exactement. sortir des dossiers. Merci à toi d'être là, frérot, ça fait plaisir. Et Malik, frérot, comment est-ce que tu vas? Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Et toi, Abou Ahmed, comment allez-vous? Et l'invité, où est l'invité? Dis-moi. L'invité est là ce soir. C'est tout le monde. Ça fait plusieurs mois, voire même, allez, on va dire depuis 1 an, on me disait, t'as invité tout le monde, sauf Monsieur Poncardassac. J'ai dit, les gars, attendez, patience. Bienvenue. Moi, je suis quelqu'un qui sort le joker quand personne s'y attend. Donc voilà, Monsieur Philippe Poncardassac, bonsoir, merci à vous d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Radio Principe TV pour votre grande première sur notre navire pirate, parce qu'on s'identifie comme des pirates. Et bienvenue à vous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre invitation. Bonjour, pirates. Je crois que je suis moi-même un petit peu un pirate, en tout cas pour certains. On a tous un pirate qui dort, qui sommeille en nous. Ça, c'est. Faut juste savoir l'exploiter. Alors, avant que je vous laisse vous présenter, Monsieur Poncardassac, je vais, comme le veut la tradition, sur RPTV, je vais saluer tout le monde, donc tous ceux qui sont présents, comme d'habitude, nos modératrices utopistes entre elles, qui vont s'occuper de gérer la modération du chat. Mehdi, Françoise, utopiste, Kouhaï, Christophe, les habitués, vous êtes tous là, ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment à vous de votre, régularité et d'animer comme d'habitude le chat. Jacqueline Tourpe, les amis, Jacqueline est au sein, est avec nous. Envoyez-lui énormément de fleurs, les amis. Fleurs, des bisous, des cœurs, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ça, c'est pour Jacqueline, les amis. Vous le savez, c'est la tradition quand Jacqueline est parmi nous, dans le chat. Mathieu, Barthélémy, Alexis, j'espère que tu vas bien, mon frère. Crazy Zouzou, Fab Roots, voilà, bon, tous ceux, j'aime pas dire les pseudos, mais c'est comme ça que vous vous nommez. Donc voilà, forcément, je vais vous appeler comme ça. Les amis, avant de commencer, nous ne sommes que 51. Poussez-moi ça un maximum. Cette émission ce soir, elle va être très très intéressante. Ayant terminé tout cela, Monsieur Poncardassac, je vous laisse vous présenter et après, on va pouvoir commencer. Bon, que vous dire, je vais peut-être commencer par ma carrière professionnelle. Donc, j'ai été neurochirurgien. J'ai été un des pionniers de ce que l'on appelle la microchirurgie, c'est-à-dire l'utilisation d'un microscope opératoire pour opérer, notamment dans le cerveau, les structures délicates et les petites structures comme les nerfs et les artères. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire des opérations de revascularisation du cerveau en cas de thrombose dans la carotide. C'est bon. J'ai glissé là-dessus, et puis des opérations sur les nerfs dans les cas d'accidents de la route, notamment des accidents de moto, qui permettaient tout de même qui permettaient carrément de restructurer les nerfs et de redonner la fonction aux membres qui étaient en général paralysés. Donc voilà, j'ai eu un parcours professionnel où déjà je ne versais pas dans ce qui était courant et généralement admis. J'ai toujours voulu innover, aller plus loin par rapport aux connaissances de l'époque. Donc, je suis maintenant à la retraite et comme je le dis avec un petit sourire, j'ai changé de chirurgie
Maintenant, je fais la chirurgie en politique. Très belle Présentation transition. terminée. Merci à vous. Très belle transition, Monsieur Poncardassac. Eh bien, on va. Alors, dans ce cas-là, ce soir, le premier sujet, on va se permettre de disséquer aujourd'hui la France. Hein, vu que vous étiez neurochirurgien, on va disséquer un peu tout ce qui se passe à travers les différents sujets qu'on va aborder ce soir. On va commencer par un sujet qui est central et qui commence un peu à gagner les esprits de beaucoup de Français. Malheureusement, pas assez, mais il y a quand même une masse conséquente qui commence à se réveiller. C'est la souveraineté nationale. C'est un mot qui revient beaucoup en ce moment, à l'approche aussi des élections européennes, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, pour vous, Monsieur Poncardassac, quel est le meilleur moyen d'obtenir cette souveraineté nationale? Est-ce que c'est par le vote? Est-ce que c'est par notamment ce que vous faites par le biais de conférences, c'est-à-dire traverser le pays, rencontrer les gens, les éduquer, etc. Quel est le meilleur moyen pour que cette souveraineté nationale commence à prendre forme en France? Je ne dirais pas qu'il y a un meilleur moyen, il faut utiliser tous les moyens. Ouais. Tout ce que l'on peut avoir encore comme moyen de liberté d'expression, et Dieu sait que ça se resserre de plus en plus. On nous dit qu'on est en démocratie, mais on n'est pas en démocratie. D'abord, la démocratie n'a jamais existé. Puisque vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez très bien quel est mon raisonnement là-dessus. En fait, il y a deux types de démocratie. La démocratie ancienne, celle des anciennes monarchies, notamment en France, qui était ce qu'on appelle une monarchie organique, qui était basée sur les corporations. Et là, le citoyen a décidé à donner son avis sur les problèmes qu'il connaissait directement du fait de son travail et de son environnement social. Et puis, à partir de la Révolution, un des premiers actes de la Révolution dite française, en 1789, a été d'interdire les corporations, justement, avec pour but, justement, d'arriver à cette autre démocratie que l'on doit appeler démocratie inorganique parce qu'elle ne s'appuie plus que sur l'opinion qui est donnée par la presse aux citoyens. D'où, vous comprendrez aisément, que qui tient la presse tient le vote du citoyen. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de démocratie depuis la Révolution des Françaises. Ouais. D'où le principe de, comment on appelle ça, de vote à la proportionnelle, toutes ces choses-là, et aussi en fonction du temps passé sur les médias, etc. Il y a eu beaucoup d'études sur ça, je les avais lues à une époque, ouais, effectivement. Je vais vous laisser échanger avec Abou Ahmed à ce sujet-là. Mustapha, est-ce que tu veux revenir sur un point par rapport à cette question de la souveraineté et de la réponse que nous a donnée M. Poncardassac? Alors, moi, la question déjà que je peux poser, entre guillemets, c'est lorsqu'on parle de la France, là, dans le régime dans lequel on vit, est-ce que c'est un régime qui va respecter, en fait, c'est-à-dire qu'on parle de souveraineté nationale, mais quand on parle de souveraineté nationale, on renvoie à quoi? On renvoie, entre guillemets, au fait qu'un pays ait une certaine forme d'indépendance, etc. Maintenant, le souci, c'est que Ouais. Abou Ahmed, tu nous entends toujours? non. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon. Il y a un projet de départ qui n'est pas la Révolution française. La République française, en fait, c'est un régime qui arrive en qui est en dernier, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas parler d'une occupation ou, je sais pas, d'une usurpation ou un truc comme ça, comme à une certaine époque, il y avait des antipapes. Ma question va être, à partir du moment où, en fait, on est sous la République, est-ce qu'on peut parler déjà de souveraineté nationale? Parce qu'en fait, la France, normalement, le projet, il n'est pas républicain, en fait. Donc, ma question, c'est déjà, est-ce que parler de souveraineté nationale, déjà, c'est pertinent, en fait, dans le contexte de la République française? De toute façon, il n'y a plus de souveraineté nationale. On est sous les ordres, déjà, pour commencer, de la Commission européenne, qui elle-même fait partie du grand complot mondialiste. Donc, vraiment, c'est terminé. Il n'y a plus de souveraineté nationale.
Donc, c'est pour ça que je me bats pour expliquer le pourquoi des choses. C'est pour ça que je vous ai fait la petite démonstration sur la démocratie. Tant que les peuples seront soumis pour donner leur avis aux élections à ce que leur disent la presse, les médias, ben je dis attention, qui est derrière les médias? Mais rien que poser la question, c'est avoir la réponse. Pas besoin de vous faire un petit dessin. Justement, il y a une remarque à ça par rapport à ça qui est intéressante, c'est parce qu'on parle de démocratie. Moi, il y a une réflexion que je me fais régulièrement quand on parle de la France et de son héritage gréco-latin. Quand on regarde que les plus grands penseurs, les plus grands philosophes gréco-latins étaient vraiment opposés à l'idée de démocratie, pour eux, c'était une abomination. Quand on regarde, pareil, je sais pas, Socrate s'est fait tuer en grande partie pour son opposition en partie, pas seulement, mais pour son opposition à la démocratie, aux sophistes, et qu'on sait que la démocratie, son socle, c'est justement non pas la réflexion, l'intellect, la rationalité, mais c'est plutôt en fait le fait d'attiser les passions, de travailler sur les émotions des gens. Et dans la société dans laquelle on vit, avec l'image, etc., on voit qu'on multiplie ça par 10. Donc, moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'il n'y a personne au bout d'un moment qui se réveille et qui dit, mais vous ne sentez pas que c'est pas normal, en fait, qu'on ne... Sans même parler de... C'est-à-dire que, juste une question de bon sens, si les plus grands penseurs sur lesquels on se base pour construire notre société disent la démocratie, c'est pas bon, pourquoi est-ce que les gens persistent dedans? Mais parce que justement, le pouvoir a été usurpé par des gens qui veulent tout sauf la véritable démocratie. C'est aussi simple que ça. On est dépossédés. Mais quand vous dites dépossédé, c'est vraiment à tous les niveaux, quoi. C'est dans tous les aspects de la. Mais regardez, bon, la presse déjà, regardez les arts. Que ce soit peinture, architecture, tout, on voit très bien quelle est l'inspiration. D'abord, ce sont des choses qui sont laides. Quand on compare à l'art autrefois, dont on a les vestiges aujourd'hui d'ailleurs, que les gens viennent voir dans les musées quand même. Quand on compare l'art d'aujourd'hui et tout ce qui tourne autour de l'art dans les différentes facettes, mais c'est la laideur qui apparaît. C'est une destructuration de la beauté. Or, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est le beau, le vrai. C'est un problème. Donc, on est dépossédé de cela par des gens qui sont le contraire, qui sont, je répète, qui sont des usurpateurs. Et c'est à ça que la révolution dite française, je dis bien dite française, pour une raison très simple, c'est que les véritables instigateurs n'étaient pas français. Ils étaient juifs ou francs-maçons, ou les deux. Et c'est là où la température monte de 10 degrés. J'allais poser la question parce que c'est intéressant quand vous dites ça. Donc, on est d'accord que vous avez une vision, entre guillemets, de la France qui implique que les gens adhèrent à un certain projet divin. Alors, évidemment, de base, c'est le christianisme. Plus particulièrement catholique romain, apostolique et romain. À partir du moment où on n'adhère pas à ça, se réclamer, entre guillemets, français, ou appartenir, en fait, à l'histoire de France, il y a une forme de dichotomie, en fait. Il y a une opposition. Non. Alors, c'est amusant parce que votre question rejoint une question qui m'a été posée dernièrement par des intervenants, je ne me rappelle plus à quelle occasion c'était, lors de ma dernière conférence à Paris, je crois, le 10 février. C'était les questions après la conférence. Et parmi le public, il y avait des musulmans, une musulmane notamment, d'ailleurs, qui posait des questions très intéressantes. Ils me disent, mais pour vous, être français, c'est quoi? Et je comprenais très bien qu'elle voulait dire, bon, moi, je ne suis pas française de souche, je ne suis pas catholique, et donc, comment est-ce que vous me considérez? Et je lui ai répondu tout simplement, et français, celui qui adhère, quelle que soit sa religion, aux principes constitutifs de la France. Point à la ligne.
C'est là où on vous pose la question, qu'est-ce que vous estimez être le principe? Pour moi, le principe constitutif de la France, c'est de dire qu'on doit établir le royaume de Dieu sur terre avec, d'un côté, un corps spirituel qui est représenté dans le cadre du christianisme par l'Église et un bras armé en se basant en fait sur le système indo-européen avec d'un côté les oratores, les bellatores et puis les laboratores en fait. Moi, c'est ce que je vois. Après, est-ce que vous êtes d'accord? Je sais pas. Oui, je suis d'accord là-dessus. Le gros problème de la société aujourd'hui, justement, que l'on retrouve d'ailleurs dans la décadence du catholicisme, c'est que le catholicisme n'a plus un pouvoir politique compatible qui le soutienne. Et donc en but à toutes les attaques de ce que l'on appelle l'athéisme, et cela concerne à la fois la religion catholique et à la fois l'islam. Vous aussi, vous êtes victime. Vous me permettrez de faire une réflexion, peut-être un petit peu désagréable, quand je vois quel est je crois que c'est un imam qui vous représente, qui est à plat ventre devant les principes de la République, moi, je me dis, il y a un petit problème là. Vous inquiétez pas, ouais, il y a un gros problème même, un très gros problème. C'est intéressant parce que la vision, moi en tant qu'antillais converti, parce que moi, mon histoire avec la France, à la base, elle est très conflictuelle. Maintenant, arriver à se réconcilier en fait avec ce passé-là, en ce qui me concerne, c'est passer par l'islam. C'est-à-dire accepter le fait que le divin a décidé un certain type de projet et qu'on ne doit pas rester en fait sur les oppositions passées, qu'on doit transcender, aller de l'avant et peut-être faire quelque chose de plus grand. Parce que même quand on regarde l'histoire de l'islam, on regarde que les compagnons, c'est des gens qui, la veille, pouvaient être des ennemis acharnés, mais une fois qu'ils sont convertis à l'islam, c'est des gens qui pouvaient donner la vie l'un pour l'autre. Ce qui fait que ma vision que j'ai actuelle de la relation qu'il y a avec la France n'est plus conflictuelle comme avant. Loin de là, très très loin de là. Par contre, effectivement, il y a une interrogation qui reste, c'est mais qu'est-ce qu'on veut maintenant pour la France? Alors moi, je vous le dis honnêtement, en tant que musulman, je pense que le catholicisme, en fait, qui proposait de faire de cette terre l'expression de la volonté divine d'un point de vue de la société, a échoué pour plusieurs raisons. On va faire un débat théologique ou juridique, etc. Mais à mon avis, il y a eu un échec à plusieurs égards. Et de mon point de vue en tant que musulman... De vous couper quand même. Excusez-moi de vous couper. C'est un échec? Non, c'est une défaite. C'est une défaite à cause de la Révolution, justement, et c'est pour ça que la Révolution a eu lieu. C'était pour détruire, justement, le socle du catholicisme. Effectivement, donc, la nuance, je suis d'accord avec la nuance, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Ça a coupé ou c'est moi? Je ne sais pas si c'est moi qui a coupé ou si c'est... Non, c'est bon. Excusez-moi, donc je disais... en fait, effectivement, il y a ce côté défaite, et moi, en tant que musulman, je me dis, mais nous, historiquement, on a des outils d'un point de vue théologique ou d'un point de vue pratique, avec en fait nos droits qui nous permettent de dire, mais ce qu'on a voulu faire avec la France au départ, on peut nous aussi le proposer. Après, c'est une position en fait en tant que musulman. Maintenant, la question qui se pose et que nous on pose souvent ici, c'est la question, mais avec qui on doit travailler pour faire en sorte, c'est-à-dire mettre de côté certaines oppositions, pour arriver en fait à se mettre d'accord sur un truc. Il y a un ennemi commun qui est beaucoup plus compliqué que les autres. Donc on les a nommés, on a parlé des Yahouds, on a parlé des francs-maçons. Il y a peut-être même d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant. Et il y a un côté eschatologique. Alors écoutez. Oui, j'écoute. Et moi, c'est que je ne sais pas si vous me suivez déjà depuis un certain temps ou pas. Ce que je dis toujours, c'est que actuellement, quelles que soient nos religions respectives, nous avons affaire à un ennemi commun qui veut notre destruction. Donc, nous devons nous allier, chacun gardant ses croyances, ses certitudes. Ça, c'est un problème personnel. Je ne suis pas un apôtre, je suis un politique. Et le problème politique pour la France est de récupérer son indépendance, comme pour le monde musulman aussi,
de ne pas vous laisser déposséder de ce que vous avez, de ce que vous êtes, par le sionisme. Donc nous sommes alliés, ou tout au moins, nous devrions être alliés. Oui, effectivement, hein, on est d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire, c'est la pierre angulaire idéologique du mondialisme, le sionisme. Alors, je redonne la parole à Abou Ahmed et ainsi qu'à vous-même, puisque je suis dans le métro. On m'entendra mieux d'ici quelques instants. Moi, mon autre question, là, on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire, dans certains aspects de l'histoire de France, c'est que on est sous la République la 5e République. Et on est tous un petit peu allés à l'école, on a fait de l'histoire, et donc on sait que la 5e République a un point de départ, qui a une personne particulière qui est assez importante dans l'histoire de France, c'est comme ça qu'on nous la présente, qui est le général de Gaulle, qui a mis en place une institution qui manifestement tente de raccrocher les wagons entre l'ancien régime et la République. Ce qui est typiquement, en fait, pour les gens qui s'y connaissent un peu, c'est plus ou moins ce qu'avait fait Bonaparte à son époque. Donc, en fait, De Gaulle est un bonapartiste, en rajoutant le fait qu'il a été grandement influencé par Maurras. Oh là là, oh là là, oh là là, ça, je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est une chose. Justement, c'est pour ça que je vous amène à ça. Moi, je veux vous amener en fait à parler, que vous clarifiez, que vous expliquiez votre position sur De Gaulle. Attendez 2 petites secondes. Attends, Mohamed. Je suis vraiment désolé, les amis. J'ai une connexion de Bombay ou de New Delhi. C'est une catastrophe. Donc, si ça coupe Malik et Mustapha, je vous laisserai gérer. Juste une chose, histoire que je reprenne le fil de la conversation. Vous en étiez à où? Parce que je suis en train de régler tout ça là. Abou Ahmed, dis-moi. Alors, grosso modo, on a terminé en fait sur la question de l'alliance, on va dire, chrétienne-musulmane contre un ennemi commun, autant pour nous que pour l'avenir de la France. Et là, en fait, je voulais amener notre invité à ce qui nous présente en fait d'une manière, j'ai envie de dire assez complète, sa position sur De Gaulle, parce qu'il est présenté par certains comme un héros, pour plusieurs raisons, et par une minorité vraiment j'ai envie de dire de nationalistes ou je dirais pas d'identitaires, mais de personnes qui veulent le bien de la France, qui sont extrêmement durs contre De Gaulle, mais très très durs. Même ça va jusqu'à l'accuser de traître, ce genre de choses. Et moi, j'aurais aimé en fait que justement Allez, vas-y. M. Poncardassac, en fait, nous explique sa position. En fait. Résumé de Gaulle sur le plan historique. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Ce livre est basé sur tous les faits historiques que l'on connaît à son sujet. Alors, comment est-ce qu'on commence à connaître le personnage de Gaulle? Eh bien, on apprend que, je crois que c'était en mars 1916, il relevait un de ses camarades capitaines sur le front, donc Première Guerre mondiale, et dès le lendemain de son arrivée, il lève le drapeau blanc et se rend sans combattre. Alors que son collègue avait tenu pendant des mois face aux Allemands. C'est pas très vaillant, ça. Bon. Premier élément d'appréciation sur De Gaulle. Et là-dessus, dans mon livre, justement, je donne des témoignages à la fois de militaires français et à la fois de militaires allemands qui étaient tous surpris de voir ce grand énergumène se lever avec une espèce de drapeau blanc qui devait être une chemise, je suppose, d'après ce qu'on a dit. Donc, premier motif de suspicion sur le personnage. Et puis, on arrive à l'entre-deux-guerres, et là, il se fait remarquer par une chose pas très honnête, c'est que dans les armées, en général, il y a des travaux qui sont faits en commun par différents officiers auxquels on demande de traiter un sujet. Et là, De Gaulle se saisit du texte qui avait été bâti par ses collègues et le publie sous son seul nom.
Pas très honnête, ça. Ce qui allait motiver d'ailleurs le mécontentement du général Pétain, il n'était pas encore maréchal, qui lui fend l'oreille en lui disant c'est pas bien, et ce qui explique d'ailleurs, à mon humble avis, la haine qu'allait lui porter De Gaulle. Et puis on arrive à la débâcle de 1940. Et là, il se passe des choses intéressantes. De Gaulle, cherchant toujours à se créer un personnage, déclare que l'armistice auquel la France était obligée, puisqu'elle était battue, ses armées complètement défaites, il y avait une seule solution pour éviter l'humiliation de la capitulation, c'était d'accepter un armistice. Et c'est le maréchal Pétain, qui était maréchal à ce moment-là, qui a été appelé par le président de la République, de la Troisième République, Albert Lebrun, pour assumer la responsabilité de cette défaite qui n'était pas son fait, mais le fait des politiciens de la Troisième République, dont Paul Reynaud, qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne sans être préparé. Et là-dessus, que fait De Gaulle? Eh bien, il s'en va en Angleterre après avoir négocié son départ financièrement. Tout ça, c'est prouvé, démontré dans mon livre, avec tous les liens nécessaires. Donc, d'une part, il se fait payer pour partir, et d'autre part, il déserte alors que l'armistice n'était pas encore signé. Et puis, après, bon, il arrive au pouvoir, et puis, résultat des courses, alors que le maréchal Pétain avait réussi à maintenir les Français, De Gaulle ne nous aura laissé qu'un hexagone. Alors, voulez-vous après ça que j'applaudisse De Gaulle? Et ça, je regrette beaucoup, que ça le pèse ou non, c'est la réalité. Et j'ai reçu, et ça vraiment, ça m'a fait plaisir, parce que d'abord, c'était une preuve d'honnêteté de leur part, j'ai reçu un nombreux courriers de gaullistes qui, par curiosité, avaient voulu lire mon livre et qui m'ont écrit « Mais on est dévastés, jamais on n'aurait cru cela. » Aucun ne m'a traité de menteur parce que c'est pas possible, tout était absolument démontré. Fait à l'appui, référencé. Donc voilà pour répondre à votre question. De Gaulle, pour nous, Français, nationalistes, c'est un traître. Alors, une question par rapport à ça. Et après, je vous laisserai échanger avec Malik. Je vais vous rappeler une chose qui vous concerne. Deux choses même. Premièrement, alors que le régime du maréchal Pétain avait interdit la maçonnerie, c'est De Gaulle qui rétablit la maçonnerie. Et en même temps, il rétablit quelque chose que vous devriez connaître, parce que là, ça vous concerne directement, c'est le décret Crémieux. Ça vous parle? Effectivement, ouais. Totalement, l'identité française, la nationalité française accordée aux Juifs d'Algérie. Et pas aux musulmans qui venaient se battre pourtant pour la France. Totalement. J'avoue que niveau Bercy, en fait, c'est le top du top, là. Franchement, c'est un de ces merci, celui-là. Mais il y a un sentiment quand même sur la question de l'identité du français, parce que je pense que ça serait intéressant d'y revenir, parce que je pense que peut-être qu'on va à un moment donné évoquer la question du grand remplacement. De Gaulle avait une vision qui est particulière. Alors, vous savez, moi, je suis d'origine antillaise et les gens ne connaissent pas la place des Antilles dans la résistance. Pour faire un petit peu rapide, il y a ce qu'on appelle la dissidence. Alors, moi, j'ai un petit peu une connaissance du sujet, notamment parce que j'ai un arrière-grand-père, mon arrière-grand-père était dedans. En gros, c'est les jeunes Martiniquais et Guadeloupéens qui passaient sur les îles anglaises que sont Sainte-Lucie ou la Dominique pour aller aux États-Unis, passer par New York et ensuite débarquer. Et alors moi, pour l'anecdote, mon grand-père en fait était capitaine de bateau et en fait il faisait la navette avec le canal il ramenait les gens à Sainte-Lucie. Et la chose c'est la suivante, c'est que c'est connu
c'est une information. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec, est-ce qu'ils veulent y croire ou pas croire, mais c'est un fait, c'est avéré, il y aurait des documents. C'est qu'arriver à un certain niveau, pour les gens qui sont venus en fait par le sud, notamment en fait que ça soit des gens de la dissidence, donc des Antillais ou des tirailleurs sénégalais, etc. Toutes, les gens qui venaient des colonies, parce que De Gaulle s'est appuyé en grande partie sur les colonies. Il a eu le soutien de Félix Éboué, etc. C'est des choses qui historiquement sont connues. Même une minorité. D'ailleurs, les Anglais, sur les conseils de Gaulle, avaient voulu attaquer Dakar et ils se sont fait repousser. Non, ça a été une minorité. D'ailleurs, l'Algérie, qui était française à l'époque, était totalement pétainiste. Et quand Pétain a été écarté, ça a été l'affrontement entre De Gaulle et le général Giraud, et qui était tout à fait dans la même ligne. Et curieusement, il est arrivé un accident d'avion au général Giraud. En fait, tous les opposants à De Gaulle ont disparu. L'amiral Darlan a disparu. Le général Giraud a disparu. Et Pétain a été évidemment écarté, comme vous le savez, par un procès. Et donc, c'est là où j'allais en venir, c'est que De Gaulle avait cette volonté quand même. Alors, c'est l'anecdote historique qui dit un petit peu le caractère du personnage et sa façon de remercier les gens. C'est qu'il a demandé à des villageois de donner leurs vêtements à des soldats issus des colonies et de mettre, eux, ils mettaient les vêtements militaires. Alors, dans l'idée, il y a une idée, on va dire que chez nous, les musulmans, il y a ce principe de bonne opinion, d'avoir des gens, de toujours interpréter de façon positive l'attitude d'une personne. Et il y a cette idée de vouloir montrer que c'est la France qui libère la France. Et effectivement, montrer que c'est les colonies qui ont libéré la France, c'est pas très... sur le plan de l'unité nationale, je comprends en quoi ça pose un problème. Par contre, j'ai un peu plus de soucis avec l'idée de ne pas remercier de façon manifeste, en fait, ces gens-là. Et je pense que c'est la République française, et je dis bien la République française, pas la France, historiquement, elle a ce comportement un petit peu ingrat. J'ai pas l'impression que dans l'histoire de l'Ancien Régime, il y a eu ce type de comportement. Bien au contraire, en fait, j'avais même l'impression que à partir du moment où on avait soutenu, en fait, on était bien remercié correctement, quoi. Je suis entièrement d'accord. Non, mais De Gaulle, en fait, De Gaulle, c'était une fausse représentation de la France. Et en fait, une chose aussi que je fais remarquer dans mon livre, qui m'a sauté aux yeux tellement son action a été tournée contre la France réellement, c'est qu'il s'est beaucoup plus battu contre le régime de Vichy que contre l'occupant. Moins dangereux, dont tous les appels au meurtre sur Radio Londres contre les cadres de la Révolution nationale, puisque c'était le titre de la Révolution que voulait le maréchal Pétain et ses partisans. C'est pour ça que je dis qu'en fait, De Gaulle est revenu dans les fourgons de l'étranger avec toute la bande des Juifs et des francs-maçons qu'il avait rejoints à Londres. Donc voilà, c'est ça son entourage. Et le public politique que nous avons aujourd'hui en France sont les descendants politiques de cette foule. Mais comment vous interprétez à ce moment-là certains faits historiques qu'on met à son avantage, comme le fait de récupérer l'or de la France, ou une certaine position politique qui gardait une certaine forme d'autonomie, où la France était certes alliée des États-Unis, mais gardait en fait une certaine indépendance. Par exemple, quand on voit la position de Chirac avec la guerre en Irak, pour vous, en fait, comment vous interprétez ça sous l'angle d'une critique acerbe en disant c'est une fausse opposition, il faut faire attention? Alors, il y a aussi un aspect de Gaulle qu'il faut comprendre. C'est que c'était un être vindicatif. Il a voulu se venger, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'humiliation que lui avait faite le général Pétain, qui lui a remonté les bretelles pour s'être approprié un travail d'état-major. Et il s'est vengé aussi des humiliations qu'il a subies avec les Anglais et avec les Américains, au service desquels il s'était mis.
faut pas oublier ça. Donc, il y a effectivement des aspects de sa politique qui peuvent surprendre, mais quand on comprend ce phénomène-là de cette vanité blessée et cette volonté de revanche, ça explique pourquoi, à partir d'un certain moment, il a voulu montrer sa différence. Le problème, c'est qu'il est arrivé au pouvoir grâce à eux. Alors, Monsieur Poncardassac, je suis vraiment désolé, j'ai une connexion là, ce soir, elle est vraiment horrible. Alors, moi j'avais juste une question. Pardon? Je dis c'est un complot. Ouais. Un complot de qui? Un complot de qui, j'ai envie de dire. mais comment dire? Non, mais on nous parle de progrès, mais on en a encore à la DSL là où je suis. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Bref. Ah, sauf pour ceux qui sont du bon côté, hein, Zied. Ceux qui sont du bon côté ont la 5G. C'est ça, exactement. Écoutez, ceux qui l'ont, à mon avis, il vaudrait mieux ne pas avoir la 5G. Et encore moins la 5G. Oui, tout à fait. Ah oui, totalement. Avec les ondes, on ne sait pas du tout où on va. Alors, du calme. Ah, totalement. À cause de ces ondes, nous serions capables d'exterminer des enfants. Mais vous savez, il y a une école, je ne sais plus, je crois que c'était en Allemagne. C'est une école où les enfants sont mis à mourir les uns après les autres. Il y avait une antenne de relais qui était à proximité de l'école. Alors, rapport de cause à effet, je n'en sais rien, mais tout de même une curieuse coïncidence. Ouais, il y a de quoi se poser. Donc le progrès, oui, mais il faut savoir choisir quel progrès. C'est ça. Exact. C'est un progrès qui fait perdre la raison. In fine, tout comme, je te le ferai reprendre Zied, tout comme les injections non expérimentées, non vérifiées, reconnues par Pfizer, rendent fou et même criminel. En témoigne la société israélienne qui a été la première vaccinée à fond. Tout le monde vacciné, première nation vaccinée au monde, des antennes relais 5G partout. On comprend que même leurs adolescents soient fiers de tuer des bébés. Voilà, il est très important de répéter cela parce que, comme vous l'avez dit, en fait, mais de toute façon, avec le peuple juif, il y a toujours des choses que nous ne comprendrons pas. C'est un peuple absolument unique dans l'histoire du monde. Moi, j'ai une dernière question, s'il vous plaît, par rapport à De Gaulle, et puis je ne sais pas si les frères ont d'autres questions. C'est quand vous rejetez son lien avec Maurras, est-ce que vous pouvez développer? Parce qu'il n'a pas été maurassien, c'est une femme. Je vous conseillerais de lire mon livre, et vous verrez pourquoi je dis ça. En fait, il a été sous la coupe c'était un militaire, un colonel juif, qui a été son maître à penser. Je n'ai plus son nom en tête, mais ça, c'est absolument référencé. J'ai trouvé l'information sur Internet. Je n'invente rien. D'ailleurs, vous savez, si jusqu'à présent, j'ai quasiment pas eu de procès sur le dos, c'est parce que tout ce que je dis, tout ce que j'avance, je le fais en ayant mes arrières assurés par des références absolument indiscutable. Donc, si je vous dis ça, vous pouvez me croire, ou si vous ne me croyez pas, lisez mon livre quand même. Vous apprendrez beaucoup de choses en ce qui concerne vous, notamment vous, musulmans, de ce que De Gaulle a fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, Abou Ahmed, je sais pas. Je sais pas si parce que je suis encore à l'extérieur, est-ce que tu voulais rebondir rapidement ou c'est bon pour toi? Moi, c'est bon, hein, pour moi, il n'y a pas de souci, hein, bismillah. Voilà, très bien. Alors, c'est ça, alors pour ça, je vais laisser Zied, puisque c'est lui qui a le regard dessus. Simplement pour compléter et continuer sur la même lancée que vous deux qui avez dialogué depuis tout à l'heure, et Zied également. La souveraineté est l'essence même d'une nation. Sans souveraineté, une nation ne peut tenir. On peut utiliser l'image très simple que tout le monde comprend, comme un arbre sans racines ne peut tenir, et sans racines solides.
Le fait est que, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où le militarisme s'exprime avec la plus grande violence, on le voit au Moyen-Orient, alors la guerre de Gaza, il faut comprendre que c'est le préquel d'une grande guerre au Moyen-Orient, puisque M. Netanyahou a pour projet, soutenu par les grandes puissances occidentales, la seule grande puissance étant les États-Unis, la seconde l'Angleterre, souhaite redessiner la carte du Moyen-Orient, et ceci, bien sûr, est un projet qui est appuyé par ceux qui ont créé l'État d'Israël, qui sont les États-Unis. Que sont les États-Unis? Et la souveraineté nationale passe par la souveraineté militaire. Si notre armée n'est pas assez forte pour dire non, et nous avons un signal fort de la part de l'état-major français qui a refusé de participer aux opérations militaires contre le Yémen et non pas contre les Houthis, qui sont une partie des forces politiques du Yémen, même si aujourd'hui, de facto, le chef, c'est une tradition au Yémen qui est semblable à la tradition française, le chef des armées est le chef d'État de facto, même si en France, il y a bien sûr des élections. Là-bas, ils considèrent, bon, il y en a également, mais vu qu'ils sortent d'un état de guerre, un casus belli, avec la coalition arabe elle-même soutenue par les États-Unis, encore une fois, eh bien, aujourd'hui, le Yémen qui montre d'une résistance farouche contre les forces aussi bien américaines, britanniques et avant tout contre l'État d'Israël et donc le commerce maritime mondial qu'ils ont pu ralentir de 40%. Donc importation et exportation maritime qui sont ralenties grâce au mouvement militaire yéménite, eh bien ces derniers n'ont pas été ciblés par l'armée française grâce au refus de l'état-major français de la proposition, de l'initiative de Macron. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes conférences ou entretiens, je ne me rappelle plus exactement. J'ai signalé d'ailleurs une excellente surprise. Pardon, c'était une excellente surprise parce que jusqu'à présent, l'armée française n'est pas très active. Et là, l'armée française dans la guerre au Yémen. Allez-y, monsieur. Attendez, oui, la raison du refus de l'armée française a été que s'ils participaient à l'opération montée par les Américains et les Anglais pour préserver les bateaux commerciaux, il y aurait parmi ces bateaux commerciaux des bateaux qui approvisionneraient Israël. Et donc, ce serait une participation au massacre des populations civiles palestiniennes. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette réaction de l'armée française. Et j'avoue qu'il y a longtemps que je n'avais pas vu ce type de courage. Et j'espère qu'il y aura une même réaction par rapport à cette toute dernière déclaration de Macron qui voudrait envoyer des troupes maintenant en Ukraine. Et on peut faire d'ailleurs un rapport entre l'Ukraine et les problèmes en Palestine parce que les acteurs sont les mêmes. C'est l'Occident sioniste contre les autres. C'est-à-dire contre nous. Contre nous, contre vous. Exactement. Ce sont des signaux clairs d'une volonté de recouvrer sa souveraineté qui viennent de la part de l'état-major français. C'est à saluer et c'est seulement ainsi que l'on pourra recouvrer la souveraineté et que musulmans, chrétiens pourront en France, mais également dans les autres nations, exprimer leur refus de la politique génocidaire, quelle que soit son empreinte, quelle que soit sa nature, et en l'occurrence, bien sûr, celle de ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant la pierre angulaire du globalisme destructif, qui est le sionisme, et disons-le clairement aujourd'hui, le sionisme révisionniste, hérité de Zeev Jabotinsky, qui considère que l'Eretz Israël, donc l'ensemble des terres israéliennes historiques, doivent être récupérées et s'étendre de l'Euphrate au Nil. Voilà pour moi, pour cette intervention. Alors vraiment, alors juste une chose, Malik, s'il te plaît, si ça coupe, je me remettrai avec mon téléphone, juste si tu peux me faire accéder au studio, parce que avec mon téléphone, il n'est pas connecté à StreamYard, tu vois. Tu parles à Moisine? Ouais, s'il te plaît, ouais, si tu vois que là, je suis déconnecté ici,
Je referai une D'accord, demande pas de souci. et tu me fais monter via mon téléphone, frérot. Pas de souci, pas de souci. Et je Alors, crois que Philippe avait quelque chose à dire juste avant que tu parles, allez-y. Zied. Allez-y, monsieur Pokardasak. Non, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je venais de faire un parallèle entre l'Ukraine et les événements en Palestine, et là, que les appuis d'Israël sont ceux qui ont été derrière la création de l'État israélien. On n'en sort pas. Et pourquoi? Parce que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis et la France, bien entendu, et disons tout le monde occidental sont sous la coupe des Juifs. En fait, on ne peut comprendre cette mainmise juive de l'Occident si on ne comprend pas que ça a commencé progressivement par la mainmise juive sur la finance internationale. D'où les grands noms de la finance, les Rothschild, les Rockefeller et compagnie. Donc, à partir du moment où vous avez la puissance financière, automatiquement, vous avez la puissance politique. Et c'est ça le malheur de l'Occident. Très bien. Donc là, on était sur le sujet, ok, de souveraineté nationale. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, on t'entend. On t'entend. Là, c'est bon. Ok, parfait. Alors, attends 2 petites secondes. Hop, je Là, on clique t'entend, ici. Zied. Vraiment désolé, hein, là, c'est une connexion, punaise, c'est incroyable. Alors, on va avancer donc sur le second sujet qui est l'Union européenne. Donc, monsieur Ah Poukarlassak, oui, il y a aussi, Zied. ouais, Désolé, hein, c'est la soirée des connexions, mais c'est pas grave, parce que l'invité est de prestige. Et encore une fois, merci de votre présence, Philippe. Vous avez rappelé une chose essentielle, c'est qu'on ne peut faire de distinction entre les forces politiques aux ordres, ou à l'œuvre plutôt, les forces politiques à l'œuvre en Ukraine et celles qui sont à la tête, bien sûr, du gouvernement israélien actuel, sachant que l'ancien grand rabbin d'Israël, au début de la guerre, avait dit en Ukraine que Zelensky était une figure messianique capable de créer le nouvel Israël en Europe. Voilà, c'était le détail que je voulais ajouter. ok. Tout à fait. Mais alors là, justement, si on regarde les choses un peu plus près, j'ai une thèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Moi, je pense que derrière cette histoire ukrainienne, et rappelez-vous le mot de Zelensky quand il disait qu'il allait faire de l'Ukraine un grand Israël. Et pourquoi cette préoccupation? Bon, je pense que peut-être les Israéliens et le monde juif en général sont pas complètement naïfs et ils savent très bien, et je le dis déjà depuis facilement 3 ou 4 ans maintenant, les jours d'Israël sont comptés. Ils sont en train de creuser par leur propre faute, leur propre tombe. Bon, et alors, après Israël, où vont-ils? Quel serait le point de repli? Et là, effectivement, l'Ukraine pourrait être une solution. Et puis, je vais aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez entendu mes 2 dernières conférences, notamment la dernière. Il y a aussi une entreprise juive de judaïsation de la France. En essayant de faire croire, et ça c'est le travail d'un certain Zemmour, Éric Moïse Zemmour, qui essaye de faire croire que de tout temps, Israël et la France ont été amis. Il oublie simplement une chose, c'est que les rois de France ont passé leur temps à mettre à la porte du royaume les communautés juives à cause des pogroms que par leurs agissements, l'usure et autres trafics encore moins avouables provoquaient l'insurrection des populations. Donc, régulièrement mis dehors. Et le plus beau concernant ce Zemmour, les juifs, vous savez, c'est qu'il devrait savoir que même le CRIF a publié un petit opuscule qui traite des 13 expulsions de juifs du temps de l'Ancien Régime. Alors qu'ils ne viennent pas nous dire que la France et Israël, c'est des ennemis de toujours.
absolument faux, c'est un mensonge historique. Mais si je rappelle ce truc-là, c'est qu'il y a, de la part d'une certaine intelligentsia juive en France, une volonté de créer les conditions d'accueil aux Juifs d'Israël qui vont finir par venir quelque part. Ça, j'en suis persuadé. Justement, la petite remarque, c'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsque la Pologne tombe, la France est la terre d'accueil d'une certaine manière des Juifs de l'Est, en fait. Elle l'a été. Oui, elle l'a été. Ouais. Donc en fait, monsieur Poncardassac, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que dans l'éventualité où Israël sera amené à chuter, c'est-à-dire que, en gros, le terrain est en train d'être préparé pour justement accueillir les populations juives pour venir en France. C'est bien ça. Très bien, ok. En se basant sur les éléments, mais tout ce que vous dites, c'est sourcé naturellement. Ah, c'est sourcé. La dernière conférence, d'ailleurs, j'ai fait le dernier. Je vais regarder, ouais. Le dernier éditorial de notre lettre d'information qui s'appelle La Politique, justement, je reviens là-dessus et je donne toutes les citations de Zemmour en fonction des différents livres qu'il a écrits dans lesquels ça se trouve. Donc, tout ça est référencé, il n'y a aucun problème. J'attends toujours qu'on me coince en me disant que vous êtes un menteur pour ceci et pour cela. Je ne suis pas un menteur, je suis un historien et j'étudie, c'est tout. Ou un antisémite. Ah, la fameuse. C'est intéressant parce que ça me permet d'aborder. Je ne vais pas me gargariser avec ça. Incontestablement, vous m'avez certainement déjà entendu. Je n'en veux pas à l'entièreté du peuple juif parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le répète, et je le répète, et je le répète, les grands juifs se servent des souffrances des petits juifs qu'ils ont provoquées par leur politique pour augmenter leur pouvoir. C'est toute l'histoire de la dite Shoah. Ils leur mettent une cible dans le dos. Je ne suis pas contre tous les juifs, je suis contre les grands juifs qui veulent nous imposer cette politique mondialiste pour leurs propres intérêts. C'est intéressant parce que ça me permet de faire le pont. J'ai dit qu'on va tenter d'évoquer la question ce soir, c'est la question du grand remplacement. Quand on regarde l'histoire de France, on constate une chose, c'est que ce qui a construit et ce qui a fait la beauté, la diversité de ce pays, de ce royaume, c'est que le roi s'enorgueillait, était fier d'être le roi d'une communauté qui était composée de différentes sous-communautés. Une communauté, on va dire, religieuse, l'Église, et qu'au sein de cette communauté, il y avait différents peuples. Il y avait les Basques, il y avait les Bretons qui sont arrivés beaucoup plus tard dans le royaume de France, évidemment. Il y avait les Normands, etc., etc. Tout le système de la féodalité, comment ça s'est développé. En fait, ma question, c'est la suivante. Lorsque l'on écoute le discours de certains sur le grand remplacement, ils parlent d'un grand remplacement dit idéologique. Donc, les musulmans qui prennent la place des Français de souche, avec leur culture et leur religion. Alors, on a tenté une fois de faire une émission et ce n'était pas évident, c'était de faire comprendre aux gens que les petits gars de banlieue, comme plusieurs d'entre nous qui avons évolué en banlieue, entre autres, moi personnellement j'ai évolué dans plusieurs milieux, pas que en banlieue, mais j'ai évolué aussi en banlieue, sont des purs produits de la République française. C'est-à-dire que me dire que ces gens-là ne sont pas français, ça me pose un problème au regard de ce que je vais dire juste après. Le grand remplacement, il commence en fait avec la Révolution française, quand on fait disparaître les Basques, les Bretons pour en faire des Français, il me semble. C'est-à-dire que lorsque, au début du XXe siècle, il y a à peine 20%, voire 10% de la population qui comprend le français, on ne peut pas me dire que la France, ce n'est pas un pays qui est multiculturel et qui a toujours cultivé une multiculturalité, contrairement à ce que certains disent. Villars-Cotterêts, c'est un défi lancé au pape, ce n'est pas l'idée de... ça n'a rien à voir, il faut comprendre qu'on remplace le latin par le français. Parce que c'est la langue du roi, ça n'a rien à voir avec ce que certains disent. Ce n'est pas le projet républicain de faire disparaître en fait les diversités qu'il y avait dans ce pays, où les gens avaient où les gens aujourd'hui se battent pour garder en fait cette diversité, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent.
On me faisait remarquer que, par exemple, qu'en Bretagne, en enseignant, en codifiant le breton comme il est codifié, on fait disparaître des dialectes bretons qu'on trouve dans les villages. Et ma question, c'est, en fait, pour revenir à la base, c'est, mais quand on parle de grand remplacement, à la base, le grand remplacement part de la République française. Ensuite, je pense que tout le monde ici, ou si c'est pas tout le monde, j'invite tout le monde à lire, ne serait-ce que des extraits de Koudenov Kalergi. Il me semble que c'est assez clair. À aucun moment, on parle de remplacement idéologique. On parle d'un remplacement racial parce qu'on pense que les gens métissés sont plus facilement malléables. Mais à aucun moment, il y a l'idée de prendre une communauté religieuse et de l'implanter sur le territoire français, ou même en Europe tout court. Bon, alors, entre guillemets, le blanc qu'on veut faire disparaître, c'est le blanc au sens racial, c'est pas le blanc au sens chrétien, etc. alors, il y a derrière cette histoire de grand remplacement qui était un sujet complexe. Je voudrais vous faire remarquer une chose, on peut tout poser une question. Qui a poussé, et pousse toujours d'ailleurs, à l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration-invasion? Alors, la France, certes, comme vous le rappeliez très justement, a toujours été un pays qui accueillait des personnes d'autres origines et qui les a progressivement assimilées. Mais c'était en nombre tout de même restreint. Là, on est devant une avalanche et c'est ça qui provoque la réaction. Or, comme en toute chose, il faut remonter à la cause. Qui les a fait venir? Qui continue à les faire venir? On en est aujourd'hui à chiffre officiel à 350 000 par an. Ça pose tout de même un petit problème. Dans combien de temps est-ce que les Français de souche ne sont plus majoritaires chez eux? C'est ce qui provoque les réactions, qui sont des réactions émotionnelles d'ailleurs, épidermiques, parce qu'elles ne remontent pas à la cause, qui est encore une fois, comme toujours, un problème juif. Qui a poussé, qui pousse toujours à cela? Les Attali, les Mencks, toute la presse en juive et française, nos 3 derniers présidents de la République juifs, Sarkozy, Macron, Hollande, Macron, Sarkozy, à partir de Sarkozy, ça a été l'avalanche. Alors, pourquoi? Attendez, laissez-moi terminer mon raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il voulait se servir des masses musulmanes pour nettoyer le catholicisme en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que ces masses musulmanes qu'ils ont fait venir pour nous détruire deviennent dangereux pour eux. Et c'est pour ça que vous avez un individu comme Goldbladel qui vient vous dire qu'il faut forcer les catholiques à faire la guerre aux musulmans. Donc vous voyez, on n'en sort pas, on retrouve toujours les mêmes à la cause des problèmes qui dressent les communautés, nos 2 communautés, l'une contre l'autre. Alors si je comprends bien, pour reprendre vos propos, et je tiens juste à préciser une chose, hein, parce que nous-mêmes, on a été, comment dire, vilipendés par, voilà, on a été vilipendés par certaines personnes. D'ailleurs, par les observateurs. Voilà, par nos observateurs. On a un procès le 27 mars, hein, j'en parlerai de façon dans pas longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? On tient à préciser que tout ce qui se dit ce soir est sourcé, tout est vérifiable aujourd'hui. Vous avez accès à Internet, vous avez le site de M. Philippe Poncart-D'Assac, je crois que c'est Nationalisme français, je crois que c'est ça. Alors, nationalisme, petit tiret, français, voilà. sans CCD.com. Voilà. .com, exactement. Vous avez absolument tout dessus. Alors, nous avons notre lettre d'information qui est mensuelle, la politique dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a mes conférences et mes entretiens. Les entretiens, c'est quasiment tous les 15 jours. Et les conférences, c'est en tout cas une fois par mois. C'est ça. Et pour terminer par rapport à ça... Vous pouvez venir à mes conférences si vous n'êtes pas arrivé. Hein. Ah non, mais pas de... on en discutera. De toute façon, maintenant, j'ai votre contact. Ça va être... on pourra avec grand plaisir.
Et juste pour terminer par rapport à ça, et après, on essaiera de passer sur le prochain sujet. On tient à dire, hein, naturellement, quand on parle d'ennemis, on parle d'ennemis idéologiques. Voilà. Nous ne sommes pas dans un allant de guerre. On va partir en guerre contre personne. Calmez-vous pour ceux qui vont aller recouper, mettre des trucs sur Twitter, etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est une discussion. Et s'il y a des contre-arguments, vous savez très bien que moi, vous me contactez et on peut venir en discuter. Mais malheureusement, jamais personne ne contacte. On les invite, hein. Moi, Zemmour, je veux cette personne-là en face de moi, ou ici, dans une discussion, en fait. Ouais, mais on sait que c'est un lâche. C'est de l'histoire, justement. Zemmour a été monté de toutes pièces. On lui a mis que des sparring partners, des gens qui sont incapables de lui répondre. Mais le seul on le fait débattre avec des musulmans, on le fait débattre avec un comique. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir la chose. Tariq Ramadan, il a déboîté, je me rappelle, on n'est pas couché, je m'en souviens. Oui, mais la seule manière qu'on a d'interpréter la chose, c'est soit en fait, les gens qui sont derrière considèrent que Zemmour est un comique, soit ils se disent les musulmans sont des comiques. C'est possible que ça soit les deux interprétations aussi. C'est ça. Après, c'est très intéressant. Il y a une part de l'analyse que je n'avais pas vue. Effectivement, c'est très intéressant de se dire que, effectivement, on est passé de SOS racisme avec les Alter et compagnie à les Golnaden et compagnie. Et c'est intéressant de voir comment ils appellent les catholiques. Et moi, il y a cette phrase hallucinante, totalement délirante de Zemmour: je suis pour l'Église, mais contre le Christ. Exactement. Je l'attendais. Et moi, et pour être honnête, vraiment, quand je vois le meeting de Zemmour, les gens de l'Alliance française, les gens du catholique traditionnel, il y a un truc je vais être honnête, je ne comprends pas. Et ça, c'est un truc que je fais souvent, que j'évoque souvent. On a une part de responsabilité dedans, c'est qu'effectivement, lors des manifs pour tous, les musulmans étaient pris dans des débats internes que le reste de la communauté française ne sait pas. Et ces débats internes nous a empêchés, entre guillemets, de nous engager sur le terrain sur cette problématique en fait LGBT qui commençait à prendre qu'on ne voyait pas venir. Et ce qui fait que Zemmour en fait a travaillé sur ce terrain, ce qui fait qu'énormément, j'en suis sûr et certain, énormément de personnes qui sont attachées à ce pays, à la France, qui sont voire même catholiques, voient les musulmans comme des parasites qui veulent détruire ce pays et qui profitent de l'espèce qui s'appuie sur un certain nombre d'ennemis de la France pour se permettre de s'imposer. Alors, c'est un peu problématique parce qu'on a les mêmes ennemis, factuellement. Vous connaissez le mot du rabbin Touitou, quand très méprisant, il parle des musulmans comme le balai contre les chrétiens. Exactement, ouais, tout à fait. Le balai d'Israël. Voilà. Alors, pour reprendre ses propos, et je tiens à dire que j'ai invité le Rav Touitou à venir échanger. Ça allait se faire, mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Je vais relancer, parce qu'on a déjà reçu le Rav Dinovitz, qui est courageusement venu. Ouais. Donc, je l'ai invité à venir. Je vais tenter de le relancer. On verra si. Alors, pour reprendre son propos, il avait clairement dit que, que Ismaël, c'est-à-dire nous, les descendants d'Ismaël, les Arabes, les musulmans, en gros, nous serons le balai d'Israël. On va faire le travail. Et c'est nous qui allons entrer en confrontation avec les chrétiens d'Occident pour eux. Voilà. Et que eux, derrière, c'est-à-dire que on va dire le peuple d'Israël, comme il le dit lui, je reprends ses propos, le peuple d'Israël sortira vainqueur de cette grande guerre, c'est-à-dire nous, on va se manger entre nous et eux, voilà, ils ramasseront tout, ils redeviendront les rois de ce monde, etc., etc., etc. Donc voilà, pour reprendre les propos exactement du Rav Touitou, que j'ai invité à venir, je vais essayer de le réinviter. Et je vais retenter de le faire parce que nous ici on discute avec absolument tout le monde. Et comme disait Chouchou, je n'ai pas de tabou. On discute avec absolument tout le monde. On va passer au dernier sujet. Je voulais qu'on parle de. Alors Abou Ahmed, je suis vraiment désolé de te couper. Ouais, on va passer au dernier sujet. Ouais, on va passer au dernier sujet et on va faire aussi tourner un peu la parole parce qu'il y a Malik aussi. Je pense que sur le sujet d'après, c'est un peu son dada. On va passer directement sur Gaza. Je pense que l'Union européenne, on va mettre ça un peu de côté. Il est déjà 22h11. On va terminer d'ici une petite vingtaine de minutes, à 22h30. On va passer sur Gaza. Alors, Monsieur Prokardassak, aujourd'hui, je pense que comme nous, vous assistez de loin
à une boucherie qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Un nettoyage ethnique, un effacement de population, tout simplement, faut dire ce qui est. On n'est pas sur BFM ici ou sur LCI, on est en train d'effacer une population. On a l'Égypte aussi, pareil, qui joue un jeu très très dangereux, qui empêche certaines, enfin du moins certains Palestiniens de franchir la frontière, donc ils sont complètement coincés. On a des pays arabes autour qui ont abandonné les Palestiniens. Il faut dire ce qui est. Les histoires de conventions, réunions des pays arabes, voilà, se faire filmer par Al Jazeera, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma, je le dis clairement. Il y a une agression militaire, il doit y avoir une réponse militaire. Point barre. Il faut arrêter avec les histoires, il faut arrêter avec les ceci, cela. Quel est, vous, votre avis aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza et qu'est-ce que vous pouvez en dire ce soir? Bon, eh bien, quand on analyse, on ne peut pas parler de Gaza si on ne revient pas au début de l'État d'Israël, ça de toute façon. Ouais. Donc, c'est un peuple qui s'est installé comme un coucou sur une terre qui ne lui appartenait pas. Et ça, c'est la faute des Anglais, la Convention Balfour et compagnie. Bon. Et je dois dire que dès le début, et même avant même l'institution de l'État d'Israël, cet État d'Israël est né dans le crime, puisque même les représentants du gouvernement anglais ont été tués dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel du roi David à Jérusalem, parce qu'ils essayaient de limiter, du fait des réactions musulmanes à l'époque, de limiter l'arrivée de colons juifs en Palestine. Et donc, les Israéliens, pas contents du tout, ont voulu donner une leçon aux représentants anglais, et hop, ils sont partis en fumée dans un attentat à la bombe, dans cet attentat de l'hôtel du roi David. Donc, c'est un État qui naît dans le crime dès le début, et même avant sa constitution. Puis après, il y aura l'action de tous les groupes terroristes israéliens, la Haganah, l'Irgun, je ne sais pas quoi encore, le l'EI, qui perpétuellement, commettaient des crimes contre les populations palestiniennes civiles, tout simplement pour leur faire peur et les obliger à partir pour prendre leur place. Et là, il y a quelque chose d'admirable dans ce peuple palestinien, vraiment absolument admirable, c'est cette capacité de résistance à, disons, le monde entier. Puisqu'il n'y a pas simplement Israël, bien entendu, mais Israël et les crimes d'Israël ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas notamment l'appui des Américains. Alors, quand j'entends un Biden pleurnicher qu'il faudrait arrêter, qu'il ne faudrait pas que ce soit un génocide, comme si ce n'était pas un génocide, et qui continue à envoyer les bombes qui martyrisent les femmes et les enfants palestiniens, c'est ça l'hypocrisie anglo-saxonne. Donc, c'est un État criminel dès le point de départ. Et puis est arrivé l'événement du 7 octobre, et là, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, d'abord, ça a surpris tout le monde, même moi, pourtant je suis tout de même assez observateur de tout ce qui se passe dans les endroits chauds. Là, j'avoue que j'ai été sidéré de la capacité offensive du Hamas. La question est, est-ce qu'Israël savait qu'il y allait avoir cet attentat? Et apparemment, il le savait. Ouais, selon plusieurs médias israéliens, ouais. Les services israéliens, les services de renseignement israéliens sont les meilleurs du monde, etc. Et qui plus est, l'Égypte de Al-Sisi, petite parenthèse, qui est juif par sa mère. Ouais, c'est ce qu'on m'a Ce dit. qui explique son comportement par rapport aux Palestiniens et son double jeu. Il faut le savoir. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu un calcul ignoble de Netanyahou en laissant faire l'attaque du Hamas pour avoir un prétexte après vis-à-vis de l'opinion internationale pour
massacré en règle le peuple palestinien en vue de l'éradiquer totalement et prendre sa place, bien entendu. Voilà ce qu'il y a derrière les événements à Gaza aujourd'hui. Ouais. Malik, tu vas apporter un point, frérot. Naturellement, c'est le sujet pour lequel je suis investi depuis le début de la guerre. C'est-à-dire que, comme nous le savons tous, l'attaque du 7 octobre, les attaques combinées des factions palestiniennes à leur tête, les brigades Al-Qassam, qui sont la branche armée du Hamas, étaient des attaques qui auraient pu être pleinement contrées, qui auraient pu être déjouées avant même qu'une seule botte palestinienne, parce qu'ils étaient bien armés et bien équipés, n'atteignent ce que l'on appelle la poche de Gaza, c'est-à-dire les colonies qui font le tour, qui sont à la périphérie de la bande de Gaza. Puisque, selon des documents audio et écrits, des renseignements israéliens qui ont même été analysés sur de grandes chaînes françaises comme LCI ou France 24, cela faisait plus d'un an que les forces israéliennes, les forces de défense israéliennes, IDF, donc l'armée israélienne, étaient au courant que des entraînements avaient lieu au sein de la bande de Gaza, près de la frontière, en vue de passer à l'acte d'attaquer les diverses colonies. Donc le fait est que ça déjà, ça aurait pu être évité, mais il fallait un prétexte pour que M. Netanyahou puisse mettre en application sa volonté de redessiner la carte du Moyen-Orient. Lorsqu'à l'ONU, il s'était présenté avec la carte justement de la région, il avait indiqué, cette carte-là ne comportait pas la Palestine, même pas la bande de Gaza. Il n'y avait que Israël sur la carte. Et le fait est que la découverte de gisements de pétrole et de gaz sous Gaza et au large de Gaza, dans tous les eaux de Gaza, eh bien, ces richesses-là, la droite extrême, donc la droite révisionniste israélienne, via ses représentants les plus farouches, Smotrich, le ministre de l'économie Bezalel Smotrich, le ministre, alors lui, je crois qu'il est à la sécurité, Ben Gvir, oui, il est à la sécurité, Ben Gvir et autres, qui ont dit voilà, il faut que ces richesses, nous les accaparions et que celles-ci ne soient qu'à nous, donc aux Israéliens. Sachant que Smotrich a fait un travail psychologique de révision historique cette fois-ci, en disant qu'il n'y a pas de Palestiniens si ce n'est les Juifs eux-mêmes. Alors lui, c'est vraiment, il va pas, ce n'est pas quelqu'un de fin. Il n'est absolument pas subtil et lui, il dit que les véritables Palestiniens sont les Juifs, dont lui-même, alors que Smotrich vient d'Europe de l'Est. Sa famille vient d'Europe de l'Est. Donc le fait est que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza a pour but non pas seulement de hâter dans un plan, dans une vision messianique, la venue du sauveur des Juifs, non pas seulement d'appliquer la prophétie d'Ésaïe comme annoncée par Netanyahou, mais bel et bien sûr de s'accaparer des richesses gazaouis qui reviennent à la population palestinienne, qui reviennent aux Gazaouis. Et rappelons-le, la bande de Gaza n'est aussi peuplée qu'à cause de la Nakba. Les actuels habitants de la bande de Gaza sont les descendants, pour la plupart, des réfugiés palestiniens qui ont dû quitter les terres palestiniennes qui serviront bien sûr de territoire à l'État d'Israël. 47-48,
puisque tout à l'heure nous évoquions le grand remplacement de Monsieur Camus, qui s'inspire bien sûr d'une auteure britannique d'origine égyptienne et de confession juive qui s'appelle Yeor, l'auteur Beth Yeor, qui elle donc de confession juive britannique, appartenant donc à l'Empire britannique et d'origine égyptienne, l'Égypte qui est pour la Grande-Bretagne ce qu'était l'Algérie pour la France, c'est-à-dire une seconde Grande-Bretagne, donc l'Algérie étant une seconde France pour les Français de la 3e et 4e République. Grand français, pour reprendre votre expression tout à l'heure de grand juif profitant des souffrances des petits juifs, donc grand français profitant des souffrances des petits français, même s'ils ne sont pas grands moralement, eh bien, Monsieur Camus, s'inspirant de cet auteur, qui donc a un parti pris pour la cause du sionisme tout simplement, eh bien, nous parle donc elle parle de dhimitude. Le statut de dhimmi, pourtant qui signifie protection, protectorat. La dhimma, c'est la protection des minorités confessionnelles sous un régime islamique. Elle, cette personne-là, a travesti la réalité historique en disant la dhimitude, c'est la soumission, pour reprendre l'expression du best-seller de Houellebecq. Et le fait est que, pour ceux qui ne suivraient pas, je vous rappelle que là, on parle Malik, on t'entend plus. Alors, est-ce que c'est Malik qu'on n'entend plus ou est-ce que... Monsieur Poukardassak, vous entendez Malik ou peut-être c'est moi qui bug? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Non, on l'a perdu. Non, on l'a perdu, effectivement. Dès qu'il reviendra, on est vraiment désolé, les amis. Hein. Là, Écoutez, je voudrais faire une petite parenthèse. Alors, allez-y. Je peux? Oui, bien sûr. Je voudrais rappeler que les nationalistes français n'ont jamais été pour la colonisation. Ouais. J'ai fait une référence, il doit y avoir 4 ou 5 ans maintenant, à ce sujet-là, et je rappelais que Maurras, donc qui était le grand esprit intellectuel de l'Action française, à l'époque, était contre la colonisation, et que la colonisation a été lancée par la Troisième République judéo-maçonnique et de gauche pour détourner l'attention des Français des scandales de la Troisième République en les occupant avec la colonisation. Donc la colonisation n'est pas une affaire de Français nationalistes, Français tout court, c'est une affaire d'intérêt économico-politique judéo-maçonnique. Ouais. Et précisons-le aussi, c'est un pouvoir de gauche à l'époque. Vous, musulmans, devez connaître. Il y a une chose qui m'intéresserait de savoir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pourquoi est-ce que les milieux nationalistes s'enorgueillissent maintenant en fait de la colonisation? C'est quoi l'évolution intellectuelle? Abou Ahmed, 2 petites secondes. Attends. Et je tiens à préciser, après je vous laisserai répondre à la question de Mustapha. Je tiens à préciser que c'était la gauche à l'époque qui a entrepris la colonisation justement qui ont commencé par l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a une espèce de dissonance cognitive chez les musulmans de banlieue, principalement de banlieue, à voter pour la gauche. Ça, c'est quelque chose que nous on déplore ici. Et on est vraiment des résistants par rapport à ça. On s'est fait quelques petits ennemis de ce côté-là, mais voilà, la vérité n'a pas de prix. Quand il faut la dire, il faut la dire. Donc alors, ça, c'est quelque chose que je chercherai toujours à comprendre. Donc voilà. Malik, je te laisse reprendre ton propos, vas-y. Mais qui nous empêche de parler? Ce soir, c'est compliqué. Alors, je vais simplement couper les mots. Je ne suis pas complotiste, mais là, ce soir... Mais j'ai envie de l'être un peu, parce que... ça sent mauvais, là. C'est bizarre.
Qu'est-ce qu'un complotiste? Exact. C'est quelqu'un qui se pose des Qu'est-ce qu'un questions. complotiste? C'est C'est un quelqu'un mec qui qui a dénonce. raison 6 mois à l'avance. C'est C'est- un mec qui a attendez. raison 6 mois à l'avance. Qu'allait dire Philippe? Qu'alliez-vous dire, pardon, ça aujourd'hui. Qu'alliez-vous dire Philippe? Un complotiste, c'est Un complotiste, c'est celui qui dénonce le complot. excellent. C'est ça. Et ce n'est pas celui qui... Ou alors moi je dirais à celui qui veut jouer sur les mots, c'est quelqu'un qui est pour le complot. Ah bah alors là ça prend autre chose. C'est un autre Ça sens. peut nous Non, c'est pas du tout la même chose. Ça. Ah oui, ah bah exact. Bah d'ailleurs, Non, hein, le souvent complotiste, ceux qui... c'est celui qui dénonce le complot mondialiste que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie internationale aujourd'hui, de l'Ukraine à la Palestine et dans toutes les affaires nationales des différents pays. On retrouve toujours les mêmes C'est ça, intérêts. c'est ça. C'est ça. Vas-y, Malik. Mais Laisse terminer ton propos, Malik. comme on le sait, hein, tout à fait, comme on le sait, ceux qui accusent autrui de complotisme avec comment dire, selon une acception négative, péjorative, sont les mêmes qui peuvent user du même confusionnisme, parce que c'est ça qu'ils visent. Alors, bien sûr, Alors, vous savez comment on appelle ça? c'est un terme. Vous savez comment on Ce qu'on appelle ça? m'entend, ça encore. Oh, t'entends, On ouais. appelle ça Alors, je vous dis l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire. exactement, C'est-à-dire que celui totalement, qui est accusé, totalement, donc tout est là. totalement, Bon, totalement. C'est de la. c'est un jeu dialectique. Vas-y, Malik, je te laisse terminer. Ah, d'accord. Oui, je disais justement, c'est de la projection ce qu'ils font, et eux ont le droit. Alors attendez, je me permets simplement de couper les micros de tout le monde parce que j'ai des retours sonores. Voilà, j'ai coupé le micro de tout le monde. Dès que quelqu'un voudra parler, n'oubliez pas de réactiver vos micros. Donc je disais justement, oui, cette projection qui est propre aux personnes malhonnêtes, de quelque tendance qu'elle soit, consiste à, pour justifier son argumentaire, employer la même méthode d'enquête, à savoir chercher quels sont les soutiens de celui qu'on veut descendre. Si une personne est soutenue par, je ne sais pas moi, dans le milieu musulman, par des gens du Qatar, on dira, ah, le frérisme, les frères musulmans sont derrière. Mais si quelqu'un en France, de la communauté juive, tient plusieurs médias comme Patrick Drahi et est de nationalité juive et est soutenu directement par le gouvernement israélien, alors là, non, c'est du complotisme antisémite. Voilà, donc exactement comme vous l'avez dit, Philippe, il s'agit de projection et donc d'accusation, d'inversion accusatoire, comme dans la Kabbale, on inverse les pôles. Ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon, ce qui est positif est négatif, inversement. Selon certaines, bien sûr, tendances de la Kabbale, certaines tendances kabbalistiques, puisque d'autres sont très traditionnalistes et donc proches du judaïsme traditionnel. Donc, pour revenir sur ce que je disais. Petite parenthèse. On retrouve cet aspect-là dans la maçonnerie, dans lequel on trouve dans les textes francs-maçons que le Dieu bon, c'est Satan, et le Dieu mauvais, c'est Dieu. Totalement, totalement. Et d'ailleurs, ils font une double. Bon, malheureusement, pour l'instant, il est épuisé. Je suis en train de relire la 3e ou 4e édition, je ne sais plus, qui va être très augmentée par rapport aux premières éditions. Donc, c'est fascinant. On retrouve, en ce qui concerne la maçonnerie et le judaïsme, la Kabbale notamment, les points de contact. C'est pour ça que l'on peut dire, je l'ai affirmé dans mon livre, que la maçonnerie est une émanation de la Kabbale. Et totalement. En fonction des propres textes, et francs-maçons et juifs, qui tous les deux revendiquent la filiation ou la paternité, selon Bien sûr. Bien sûr. Ben, le temple construit par Hiram, qui est la référence symbolique, donc la référence architecturale de base de la franc-maçonnerie, les piliers Boaz et Yakin
tout ceci est issu, bien sûr, de la culture israélite. Donc il n'y a aucune honte. Certains ne se cachent pas. Par exemple, la loge des Bnei Bris ne s'en cache absolument pas. Il est évident que l'influence et que l'inspiration est israélite. Donc je termine sur le fait que le grand remplacement, voilà, cette théorie du coup confusionniste, donc je préfère utiliser ce néologisme pour définir ce que les élitistes appellent complotisme à souhait, et lorsqu'ils le veulent, bien ils retournent cela pour leur propre argumentaire, alors qu'il ne s'agit que de l'enquête, ne serait-ce que l'enquête d'un journaliste qui va s'intéresser aux influences d'une personnalité, etc. Eh bien, alors je me permets de nouveau de couper le micro, histoire que je n'ai pas de retour. Voici. Donc je continue en disant que dans l'histoire, nous avons un exemple concret à l'ère contemporaine de grands remplacements. Vous avez tout à l'heure évoqué Monsieur Dassac, une notion essentielle qui est celle de la judaïsation. Eh bien, tous les jours en Palestine, on rappelle que les lieux saints musulmans comme chrétiens sont sous la menace et sous le coup de la judaïsation depuis la guerre de 47-48, et que de ce fait, ce que l'on a vu, ce qui a occurré depuis cette guerre est un déplacement de population. D'abord, une dépopulation des territoires conquis par les forces israéliennes qui sont composées à l'époque de la Haganah, qui sont composées du Lehi, qui sont composées des autres organisations terroristes juives en Palestine mandataire, qui frappaient déjà les Britanniques et qui frappaient les communautés arabes, et également les Juifs qui étaient considérés comme traîtres parce qu'ils ne participaient pas à cet effort de colonisation. Eh bien, durant la guerre de 47, la guerre de 48, qui a commencé en 47, durant celle-ci, nous avons vu justement des villages entiers être rasés. En 48, nous avons le terrible pogrom, puisque il y aurait depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le début du XXe siècle, un copyright, pour reprendre des termes d'outre-mer, sur la locution pogrom, enfin sur le terme pogrom tout simplement. Pogrom serait inhérent à la communauté juive, alors que absolument pas. Le pogrom, c'est le massacre d'une minorité par la majorité démographique ou la majorité ethnique, avec le soutien ou l'indulgence des autorités. Donc ce qui s'est passé pour le massacre de Deir Yassin en 48, que même la Haganah a condamné, alors que c'était quand même ses forces qui l'ont fait, du moins la branche la plus radicale de la Haganah qui a fait ça. Haganah qui signifie la défense. Donc dans Tsahal, nous avons les forces de défense de la Haganah d'Israël. Nous avons les forces de défense. Eh bien, le grand remplacement que nous avons vécu, que le monde entier a pu observer, que les populations locales palestiniennes ont pu connaître, eh bien, le grand remplacement, et encore une fois, je mets des guillemets parce que cette expression appartient à Camus, on parle de déplacement, on parle de dépopulation, on parle de repopulation et non pas de grand remplacement, mais bref, ce grand remplacement est celui de la population palestinienne, de la population arabe de Palestine, par les immigrés de masse d'Europe et les bellicistes qui ont mené la guerre de 48 contre les Arabes de Palestine, sachant que entre 700 000 et 800 000 Palestiniens, et cela même selon les auteurs israéliens comme Benny Morris, 700 000 à 800 000 Arabes de Palestine vont abandonner leurs terres au sortir de la guerre, sous menace d'extermination, sous menace même d'esclavage, et vont donc quitter leurs terres pour aller en Jordanie, pour aller dans les pays voisins, Égypte et autres, et laisser place aux nouveaux occupants. Merde. Putain.
Malik a un petit. Alors, ce soir, c'est vraiment le problème de la technique. On est vraiment désolé, les amis. C'est un peu compliqué. Malik, tu es toujours avec nous? Bon. Alors, je sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave. On va conclure, monsieur Poncardassac. Il y a déjà 22h, il y a 22h36. On a déjà 1h30 d'émission. Alors, est-ce que vous avez un. Je ne vous entends pas. Je ne vous ai pas entendu, il y a une coupure. Ouais, il y a un bug du côté de Zied. Ouais. Je pense qu'il vous demandait en fait, je vais reprendre, il vous demandait en fait si vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, je ne pourrais que répéter ce que j'ai dit. Nous sommes deux communautés avec chacun sa croyance et tout ce qu'il y a de plus honorable. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion. Le problème, c'est que nous avons nos communautés à défendre contre un ennemi commun. Et qu'il faut absolument que l'on s'allie et qu'on essaye d'évacuer les problèmes qui ont été créés par d'autres pour nous dresser les uns contre les autres. Quand je dis d'autres, pas besoin de vous faire un petit dessin. Vous êtes très intelligent, je m'en suis rendu compte au cours de cette émission. Donc voilà, c'est le mot de la fin, l'union contre l'ennemi commun, et chacun garde ce en quoi il croit qui est respectable, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de se massacrer pour ça. C'est aussi simple que ça. C'est une question existentielle pour nos deux communautés. Exactement. Eh bien, je suis vraiment désolé. Il va falloir que je règle ce souci au plus vite. Eh bien, monsieur Poucardassac, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, les amis, ce soir, alors restez avec nous. On va se débriefer rapidement en off, vraiment quelques petites minutes très rapides. Alors, je tiens à préciser que ce soir, encore une fois, tout ce dont on a parlé, c'est bien évidemment sourcé. On va sur le terrain de l'intellectuel, on va sur le terrain de la réflexion. Nous n'avons aucune intention J'entends rien du tout. Alors, est-ce qu'on m'entend là cette fois? Voilà, c'est Maintenant, bon. oui. Ah là, c'est bon. Ok, ouais, autant pour moi. Donc je disais, on invite toute personne qui n'est pas d'accord avec les propos qui peuvent être tenus lors de nos nombreuses émissions à me contacter. Il y a l'adresse mail qui défile juste là, en bas. Je vous la mets. radioprincipe@gmail.com. Contactez-moi si vous voulez apporter une contradiction à ce qui peut se dire, voire même échanger, organiser un débat avec, par exemple, M. Poncardassac ou d'autres qu'on a reçus, hein, si c'est possible de les faire, naturellement. Et comment dire? Et quand on appelle à l'union, ce n'est pas deux communautés contre une. Non, non, non. C'est l'union des Français, de ceux qui veulent que la France retrouve son lustre, retrouve le calme, se débarrasse de l'insécurité, se débarrasse du mondialisme, du globalisme, toutes ces choses-là. Qu'on soit chrétien, musulman, juif, peu importe la croyance, on n'en a rien à taper. Chacun croit en ce qu'il veut. Le plus important, c'est de respecter la croyance de l'autre, d'accord? Et de ne pas interférer là-dedans. Et que si un jour ça doit arriver, alors c'est la justice qui doit régler cela et non pas entre nous ou voilà, des personnes sages comme M. Concardassa qui peut aussi intervenir ou quoi que ce soit pour régler ces choses-là comme le veut la tradition, on va dire, enfin les anciennes traditions qui voulaient qu'on règle ça auprès des sages avant qu'aujourd'hui il y ait toute cette judiciarisation de la société, etc., etc. Donc voilà.
Monsieur Poncarlassac, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ne quittez pas, hein. On va rester en off rapidement. Quant à nous, les amis, je suis vraiment désolé encore une fois des bugs de ce soir. Alors, des bugs volontaires, je ne sais pas encore une fois. Je ne suis pas je pense pas être dans les petits papiers d'Orange. Hein, je ne crois pas du tout. Quoique, avec les dérives qu'il y a aujourd'hui, les dérives autoritaires ou les dérives étatiques, on ne sait pas. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une libre antenne. On va peut-être la faire jeudi ou quoi, on verra. Et en attendant, les amis, je vais vous mettre en descriptif pardon, de la vidéo de ce soir, de l'émission de ce soir, tous les liens pour retrouver Monsieur Philippe Poncardassac à travers le site internet nationalismefrançais.com, ses livres, où est-ce qu'on peut les procurer, etc. etc. Et bien sûr, vous aurez toutes les informations sur le site nationalismefrançais.com des prochaines conférences. Et on espère pouvoir y assister, M. Poncardassac, et se rencontrer un jour. Alors, justement, à ce propos-là, je vous signale que la prochaine conférence aura lieu à Paris le 9 mars. 9 Et mars. le sujet, la fin de leur monde. Fin de leur monde. Très bien. Ben écoutez, on va essayer de s'organiser le 9 mars à Paris. De toute façon, il y a toutes les informations sur le site internet www.nationalisme-français.com. On va tout vous mettre en descriptif. Donc voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très plus tard. À très plus tard. Oh là là. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Que Dieu vous préserve, vous et vos familles. Et on se dit à plus tard. Ciao, monsieur Poncardassac. Et à vous aussi. Restez avec nous, enfin, monsieur Poncardassac, hein, rapidement. À tout de suite.